La première fois que j'ai voulu mater ce film, j'ai pas tenu le coup. Trop sombre, trop déprimant, trop intense. Il m'aura fallu près d'une décennie et de longues discussions avec Hippo pour laisser au long métrage une seconde chance. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'ai vraiment pris une claque. Bon, j'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, on quitte Las Vegas direction La Grosse Pomme pour l'un des films les plus dérangeants de tous les temps. We could double our money easy. What's the catch? Sorti au début des années 2000, ce film te montre le quotidien sans espoir de citoyens de seconde zone, rongés par un mal qui frappe tout New York. Shall we try? Fair enough. Ce film, c'est un peu une anomalie, parce que même avec une sortie en salle limitée, il s'est forgé au fil des années un statut culte en traumatisant une génération entière. I just wanted to be on the show! En même temps, avec un montage novateur, une direction d'acteurs audacieuse et une musique inoubliable, le film est un véritable ovni cinématographique devant lequel tu ne peux pas rester indifférent. I don't give a shit, you fucking loser! Alors attachez vos ceintures car on va plonger dans les abysses de cette œuvre culte et tenter de comprendre comment un jeune réalisateur qui n'en était qu'à son second long métrage a répondu brillamment à une simple question. Comment mettre en scène l'addiction ? Bon, on a pas mal hésité à vous parler de ce film, car l'histoire est vraiment déprimante. Mais en commençant le travail d'analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et comme pour bien comprendre une œuvre, il faut repartir à sa genèse, nous voici à New York, dans les années 80. Cependant, on va s'éloigner du centre économique de Manhattan pour un quartier bien moins glamour. Brooklyn. Le parc d'attractions que vous voyez, c'est celui de Coney Island, et c'est le terrain de jeu préféré d'un tout jeune photographe en herbe, le petit Darren Aronofsky. Mais à cette époque, il est encore bien loin de s'imaginer devenir un grand réalisateur, comme les Steven Spielberg ou George Lucas dont il dévore les films. My parents, they were just public school teachers in South Brooklyn, out by Coney Island. I was never that popular of a kid, and I would always sort of stand on the sidelines and kind of watch people. I was one of those wallflowers, as they say. Malgré ses origines modestes, Darren réussit à se frayer un chemin jusqu'à la prestigieuse université de Harvard. Et au sein de son cursus en anthropologie sociale, une matière va changer sa vie, le cinéma. Le coup de foudre est immédiat. En plus, il se découvre un certain talent pour le montage lorsqu'il file un coup de main à son colocataire de l'époque, Dan Schraker. I had a roommate in college who just was an animator. He would draw and he would get solid A's, and I was trying to write papers and I just couldn't really do that well at it. And eventually I started taking some art classes and that's when it clicked for me. Afin de parfaire sa formation de cinéaste, il fait ses valises, direction l'American Film Institute de Los Angeles. Là-bas, il aura l'occasion de réaliser 3 courts-métrages. D'ailleurs, fun fact, dans l'un d'entre eux, on y trouve une toute jeune Lucy Liu, que vous avez pu apercevoir dans Kill Bill par exemple. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Mais surtout, là-bas, il fera la rencontre de 2 personnes très importantes pour la suite. La première, c'est Matthew Libatic, son futur chef opérateur qui signera la plupart de ses films. Et la deuxième, c'est Eric Watson, qui lui va devenir son producteur et associé quelques années plus tard lorsqu'ils créeront leur boîte de production, Protozoa Pictures. Mais les 2 hommes vont se faire connaître en 1998 lorsqu'ils sortiront leur premier long métrage, Pi. Max, you have to give us the number. It's the key to the Messianic Age. Dans Pi, on suit l'histoire de Max Cohen, un mathématicien à la recherche d'une suite de nombres pouvant expliquer le chaos de l'univers. Mais obsédé par ses travaux, il va sombrer petit à petit dans la folie. It's inside of me. It's changing me. It's killing you. Leur film rencontre un véritable succès sur la scène indépendante.
Déjà parce qu'il lui rapporte le prix du meilleur réalisateur au Sundance Festival, mais surtout, l'œuvre qui a coûté à peine $70 000 va en rapporter plus de 4 millions. I was inspired to try to figure out what I could make for nothing. It's just sort of a combination of a lot of different things I was thinking about at the time, and I just sort of brought in different ideas and put it together. Après ce coup d'éclat, c'est tout Hollywood qui leur ouvre les portes. Mais Eric et Darren n'ont aucune idée de quel sera leur prochain film. Donc pour chercher un peu d'inspiration, Darren se rend dans une librairie de Venice Beach. Là-bas, un livre attire son attention, Requiem for a Dream. Le livre est écrit par Hubert Shelby Jr. C'est un auteur né à Brooklyn et qui a longtemps été accro à l'héroïne. Dans ses œuvres, il nous raconte sans filtre les bas-fonds de la société new-yorkaise. Et à ce moment-là, Darren le connaît déjà très bien, car lorsqu'il était à Harvard, celui-ci était tombé amoureux de son premier ouvrage, Last Exit to Brooklyn. I started reading and it changed my life, that book, and changed the way I thought about writing and thought about telling stories, and sort of sent me down the path of becoming a writer and a storyteller. Sauf que cette fois-ci, la lecture de Requiem for a Dream ne va pas lui faire le même effet. Il va le juger trop déprimant et mettre le livre de côté. En fait, c'est Eric Watson qui va immédiatement déceler la cohérence artistique entre cette histoire et les précédentes œuvres de Darren. Les deux associés tombent d'accord et peuvent se lancer dans cette nouvelle aventure. Bon, par contre, déjà à ce stade-là, ils le savent, le film ne sera pas une comédie. Parce que le livre te raconte comment 4 habitants du Bronx, rongés par leur addiction aux drogues, vont perdre petit à petit toute connexion avec la réalité. Jusqu'à un point de non-retour où tout espoir d'une vie normale n'est qu'un lointain souvenir. Le premier personnage, c'est Harry Goldfarb, un jeune homme début vingtaine qui, dans sa quête d'argent facile, va tomber dans l'héroïne. I bet in no time at all. You can get a pound of pure straight from Southern Keep. Dans sa chute, il va entraîner sa petite amie, Marion Silver, qui se rêvait en styliste à succès. Anybody want to waste some time? Et son meilleur ami, Tyrone Love, qui lui cherchait juste à fuir un passé compliqué. I won't be running the streets my whole life with my sneakers all ripped up, my nose running down to my chin. Enfin, le quatrième personnage, c'est Sarah Goldfarb, la mère de Harry, qui rêve de passer dans son talk show préféré. Mais pour ça, elle va se mettre au régime et tomber accro à ses pilules coupe-faim. Bon, en même temps, on lui a prescrit des enfêtes. Now when I get the sun, I smile. Le livre est chapitré en 3 saisons, été, automne, hiver, pour aboutir sur la mort définitive non pas des personnages, mais de leurs rêves. At the end, there was this whole crazy sequence. I wasn't sure if he lived or died, and I asked Selby, does he live or does he die? And Selby was like, of course he lives. And I was like, what do you mean of course? And he's like, well, he's got to suffer more. Une fois les droits du livre achetés pour $1000, Darren Aronofsky se penche sur le travail d'adaptation. Le travail d'adaptation, c'est toujours délicat, parce qu'il faut résumer 300 pages d'un livre en à peine 2 heures de film. Finish the fucking story. What happened? En plus, contrairement aux films comme Las Vegas Parano ou Trainspotting sortis quelques années auparavant, Darren ne souhaite pas faire un film mettant en image les effets de la drogue. Il veut se concentrer principalement sur les conséquences de l'addiction, occultant toute possibilité de scène glamourisant la prise de drogue. Dans Requiem for a Dream, on est confronté au manque, à l'isolement et à l'aliénation. I can remember reading Hubert Selby Jr.'s book and being moved by how much he was able to visualize addiction. He would just break it down so slowly. It just created pictures in my head, and I knew that there would be really interesting ways to kind of capture that internal struggle. Bon, Darren apporte quand même quelques modifications. Notamment, il déplace le récit du Bronx à Brooklyn, son quartier d'enfance, et il essaie de rendre son film intemporel en apportant des éléments des années 90 alors que le livre se déroule dans les années 70. Dynamite. Aha, dynamite. Here's a perfect example of trying to mix styles. We had Tyrone using the term like dynamite, which is such a Jimmy Walker 1970s term. And, yet he's wearing, very, very 90s clothes. And we can mix them all together and just sort of hopefully try and create a timeless feel, because ultimately this film is about addiction. Au final, c'est un scénario signé Darren Aronofsky et Hubert Shelby Jr. qui voit le jour. Mais il est jugé beaucoup trop sombre et ils vont avoir du mal à trouver des financements. Les seuls qui répondent présents, c'est Artisan Entertainment, la boîte de distribution avec qui ils avaient déjà collaboré sur Pi. Ils leur proposent $5 millions, mais à une condition. Trouver un casting qui tient la route.
Nous sommes au début de l'année 99 et les auditions commencent. Aronofsky sait que la réussite de son film va en grande partie reposer sur la performance de ses comédiens. En plus, ce n'est pas un, mais bien 4 rôles principaux à caster. La tâche ne va donc pas être de tout repos. Et on va commencer avec le rôle de la mère, Sarah Goldfarb. Ce qu'il faut, c'est une comédienne avec déjà beaucoup d'expérience. Et Aronofsky pense avoir trouvé l'interprète parfaite. Anne Bancroft, la fameuse Mrs. Robinson du film Le Lauréat. Sauf qu'elle refuse. Le script était beaucoup trop déprimant pour elle. Heureusement, le réalisateur a une autre idée en tête. Il pense à la comédienne Ellen Burstyn. L'actrice auréolée d'un Oscar a prouvé à de multiples reprises qu'elle pouvait parfaitement entrer dans des situations ultra intenses sur un tournage. Aronofsky propose donc le rôle à Ellen Burstyn, mais celle-ci hésite. My agent sent me the script, and I read it, and I called her and I said, "This is the most depressing script I ever read." And she said, "Well, before you turn it down, look at a film called Pi." And in the first 4 minutes, I went, "Oh, okay, I get it. The guy's an artist." So I called my agent back. I said, "I'll do it." Ça y est, le film a trouvé sa Sarah Goldfarb. Mais il reste encore 3 rôles à caster. Pour jouer le fils de Sarah, Harry Goldfarb, Aronofsky a plusieurs noms en tête. Tobey Maguire, Joaquin Phoenix, Giovanni Ribisi, mais c'est un refus général. Sauf qu'à cette époque, il y a un jeune acteur pas trop connu qui a kiffé sa séance de Pi au cinéma et il rêve désormais de faire partie de l'aventure Requiem. C'est un comédien qui a débuté dans la série Angel à 15 ans et qui commence à choper des petits rôles à gauche à droite sur des gros films. Ce gars, c'est Jared Leto. Bon, petit disclaimer. Aujourd'hui, l'acteur est accusé par 9 femmes de comportements inappropriés. On ne va pas revenir dessus, mais il nous semblait important de le préciser. Bref, retour à la fin des années 90. Jared Leto est un jeune acteur qui est prêt à tout pour avoir le rôle de Harry Goldfarb. Et après plusieurs auditions intenses, l'acteur est engagé. I remember begging Darren for the job. Darren's previous work spoke so loudly and was so groundbreaking. You just felt like there was an opportunity here that something special might be happening. Troisième rôle à caster, Marion Silver, la petite amie d'Harry Goldfarb. Pour ce personnage, il faut une comédienne capable d'incarner une pureté qui va peu à peu être souillée tout au long du film. L'équipe de casting doit être exigeante, car, comme pour Sarah, le rôle de Marion est ultra intense et il demandera une mise à nu à la fois physique et émotionnelle de la part de la comédienne. Et c'est là que débarque Jennifer Connelly. Une actrice qu'Aronofsky avait découvert dans le film Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Un film où elle transpire la vertu et l'innocence. Maintenant, la question est de savoir si elle peut réussir à jouer la fille névrosée et tourmentée. Connelly sait qu'elle doit se donner à fond. Et pour montrer à tout le monde qu'elle est au taquet, elle a débarqué au casting et elle a tout cassé. You came in and you destroyed the room. You threw a chair over. Yeah, she kicked the chair across. She kicked the chair, right? I really fought to get that part. Dernier personnage dans l'équation, Tyrone Love, le pote d'Harry et Marion. Pour lui, le choix s'est porté sur Marlon Wayans. Sauf qu'au début, Aronofsky était sceptique à cause de sa carrière comique avec les Wayans Brothers. Le réalisateur avait peur que le jeune humoriste ne soit pas à la hauteur pour un rôle dramatique. Mais en réalité, Marlon Wayans est un acteur avec une véritable formation théâtrale. Et à la fin des années 90, il cherche à prouver qu'il est bien plus qu'un simple comique. Donc, le rôle d'un jeune de banlieue new-yorkaise qui sombre dans le trafic de drogue représente pour lui une occasion parfaite pour dévoiler toute l'étendue de sa palette de jeux. Et comme il a compris que Aronofsky n'était pas emballé à 100% à son égard, le jour du casting, il a sorti le grand jeu et il s'est mis sur son 31. En gros, il a débarqué en mode clodo, 10 jours sans changer de fringue et sans prendre la moindre douche. Ça sent quoi? Et ça schlingue un max. Mais tous ses efforts ont fini par payer car Marlon Wayans charmera l'équipe du film et sera engagé pour le rôle de Tyrone. Donc pour résumer, on a au casting une comédienne oscarisée, 2 jeunes acteurs en pleine ascension et un humoriste prêt à tout pour faire ses preuves. Artisan Entertainment donne le feu vert et débloque les 5 millions de dollars pour lancer la production du long métrage. Mais avant de commencer le tournage, Darren Aronofsky entreprend une longue période de répétition avec ses comédiens. 8 semaines pour être précis. En gros, il sait que son film sera un énorme défi visuel, donc il veut pouvoir se concentrer à fond dessus pendant le tournage. L'idée, c'est que ces acteurs s'immergent à fond dans leur rôle avant de tourner le moindre plan. Bon, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'Ellen Burstyn joue depuis 1 an le rôle d'une droguée dans la pièce Long Day's Journey into Night. Elle s'était donc déjà renseignée sur le sujet des addictions. I remember talking to this one ex-heroin addict. And in the course of our conversation, she said, when you're first doing drugs, it's to get high. But after a while, it's just to not get sick.
Jennifer Connelly, de son côté, est partie en isolement total et a changé ses habitudes de vie pour adopter celles de Marion Silver. Elle a commencé à fabriquer ses propres fringues et à écouter la musique que son personnage écouterait pour s'immerger à fond dans le rôle. Elle est carrément allée à des réunions de narcotiques anonymes pour comprendre les enjeux de l'addiction. Connelly garde au final un souvenir d'une période très compliquée pour elle, tant la préparation au rôle était intense. Et du côté de Jared Leto et Marlon Wayans, Aronofsky a quelques idées pour eux et il ne va pas les gâter. We walked around the streets of New York in February with no shirt on. I said, what the hell are you doing? Why am I doing this? It's cold. He said, because you're gonna be filming this wintertime scene in June when it's hot. But I need you to remember how cold it is. And I was like, I grew up in New York. I know how cold it is with and without a jacket. En plus, le metteur en scène leur a proposé un défi. Pas de sucre et surtout pas de sexe pendant un mois, histoire de leur faire ressentir à fond le manque. Mais n'ayant peur de rien, les comédiens ont accepté le défi. Challenge accepted. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'en plus des directives d'Aronofsky, Jared Leto a fait preuve d'initiative personnelle. Il a commencé à traîner avec des junkies dans les rues de New York afin d'étudier leur comportement et leur physique. Il a même emmené Marlon Wayans et Jennifer Connelly avec lui. We all felt like, okay, this is an opportunity to see what we're made of, to push ourselves really hard. Les trois acteurs ont donc bossé un esprit de camaraderie pour que leur relation soit crédible à l'écran. Et Leto a carrément suivi de son plein gré un régime à base de fruits et de légumes à vapeur pour perdre 10 kilos, histoire d'avoir le look d'un toxicomane au moment du tournage. Un changement physique qui deviendra la marque de fabrique du comédien pour les années à suivre. Ok, les acteurs sont enfin prêts pour leur descente aux enfers. Et afin de leur donner la réplique, Aronofsky va s'entourer de personnes qu'il connaît très bien. Déjà, on retrouve une grande partie du casting de Pi, comme son ami Sean Gullett. Perfectly frank, I was a little surprised to hear from you. Ensuite, ces deux parents qui ont été très présents sur le tournage ont eu le droit à leur petit moment de gloire. Et enfin, on a un super caméo façon Stanley d'Hubert Shelby Jr. dans le rôle d'un gardien de prison. You got a rotten attitude, you know that, man? Maintenant que tout le monde est au taquet, rendez-vous à Brooklyn pour lancer les hostilités. C'est parti, le grand jour est arrivé. Et au milieu de l'année 1999, toute l'équipe du film est à Coney Island, prête à en découdre. Thank you all for being here and really making your own project. We got a 37th day of Edgeworth in front of us and hopefully it'll go pretty. Ce tournage, c'est le plus gros défi logistique et artistique de Darren. Mais vous allez le voir, il sait très bien ce qu'il fait. Donc prenons le temps d'analyser, point par point, comment chaque aspect de la mise en scène a été pensé afin de renforcer la déchéance croissante des personnages. Et commençons par la lumière. When I read Requiem for a Dream, it was already had a beginning, middle, and end, and it had 3 seasons. So for me, I already had a structure to work off visually. I had a foundation to say, the film's going to start in a very warm summer in New York. It's going to transition to a very cool fall, eventually into a very cold but green winter. That was the base of the visual language there. And that's where you're really going to feel the addiction. En plus, sur le dernier plan, il y a un petit effet que je trouve très cool. Les flares de lumière dessinent une croix qui barre visuellement le rêve inaccessible de Sarah. Le cadrage aussi est pensé de manière évolutive. Plus on avance dans le film et plus celui-ci se resserre sur le visage des personnages, nous enfermant avec eux dans leur désespoir. D'ailleurs, Darren voulait que le dernier acte de l'hiver soit entièrement tourné en plan serré. Mais Matthew Libatic lui a quand même conseillé de faire 2 ou 3 plans larges, histoire de ne pas trop marquer l'effet. That's why I love you. You think of shit like that. Concernant la composition de l'image, Darren a fait le choix de mettre en scène les personnages presque systématiquement seuls. Ça permet de souligner le fait que chacun d'entre eux s'enferme dans sa réalité. En plus, afin de renforcer le côté subjectif de l'œuvre, ils vont réutiliser un procédé qu'ils avaient déjà expérimenté dans Pi, la Snorri-Cam. La Snorri-Cam a été inventée quelques années plus tôt par les frères Snorri, et ça consiste à accrocher la caméra directement sur le comédien. For me, it's the ultimate and subjective camera because it freezes the actor in the center of the frame while the background moves around, creating, really, really stuck and locked with the character. Il y a aussi plusieurs mouvements de caméra que je trouve très intéressants. Comme ce travelling un peu bizarre, mais qui fonctionne, car il illustre parfaitement le point de vue de Sarah qui voit son fils arriver. On a aussi ce magnifique top shot circulaire qui symbolise la défense du jeune couple. Ou encore ce mouvement qui passe du côté lumineux au côté sombre de leur visage lorsque Harry se rend compte que sa mère est sous en fait. Hey Ma, you want uppers? What? You want uppers?
On remarque aussi que toute la palette de couleurs des accessoires et de la déco a fait l'objet d'une attention particulière. En fait, Darren et Matthew, qui sortaient d'un film en noir et blanc, ont décidé de garder un contrôle absolu sur cet aspect, baignant tout le film dans des teintes bleues et jaunes très marquées. Le rouge apparaît uniquement avec la robe de Sarah et de Marion, symbolisant le rêve des personnages. Par ailleurs, lorsque Sarah veut se teindre les cheveux en rouge, elle n'obtient que du orange, nous indiquant dès lors le destin tragique qui l'attend. You're telling me that's red? Yeah, I'm telling it's red. Then what's orange? Maintenant, penchons-nous sur la façon dont Darren Aronofsky met en scène les effets de la drogue. Parce que même s'il ne veut pas en faire son sujet principal, avec une telle histoire, il est quand même obligé d'y passer. Et c'est principalement Sarah qui va faire l'objet de scènes mettant en image la défonce. Et commençons par le fisheye. Le fisheye, c'est un maxi grand angle qui vient déformer les perspectives de l'image. Plutôt pas mal pour exprimer la perte de repère que subit le personnage. On note aussi la présence de décos assez irréalistes comme le frigo qui bouge ou les murs qui disparaissent afin de nous plonger au mieux dans le cerveau malade de notre pauvre Sarah. D'ailleurs, je fais une petite digression sur cet effet, mais il a été entièrement réalisé sur le tournage. My producers were going crazy because I did this in-camera triple exposure, and they were like, "Why can't you do it in post?" And I was like, you know, the thing is when you do it in camera, the chemicals actually mixing together, and it changes it. It's a very different effect when you do it in post. J'aimerais aussi mentionner ce super timelapse en mouvement avec changement de lumière qui a été une petite galère à tourner. It would take about 30-40 minutes to do the take, and it just basically takes a frame every few seconds. The reason that it's more complex than most time-lapse shots is because I wanted the camera to move. Maintenant, attardons-nous un peu sur les acteurs, car lors du tournage, tous vont répondre présent. Jared Leto va être parfait dans son rôle de leader. What was I supposed to do? I'm gonna sit around and watch you push off and not go myself? Jennifer Connelly a fait taire toutes les mauvaises langues en montrant qu'elle savait jouer tout type d'émotions. Harry? Can you come today? Et Marlon Wayans a fait preuve d'un professionnalisme à toute épreuve. Muchos gracias, mi amigos. Mais celle qui va percer l'écran, c'est bien la doyenne, qui va nous livrer une performance remarquable, ponctuée par 2 moments de grâce qui n'arrivent que très rarement dans la vie d'un acteur. The scene in the movie where Harry comes to visit me, it was a very difficult scene, emotionally, and I was there with it. I'm lonely. I'm old. When I said I'm old, said it for the first time, and suddenly I realized, oh my God, that's real. Une prestation criante de vérité qui a mis tout le monde d'accord sur le plateau. Bon, c'est juste dommage que Matthew Libatic ait été un petit peu déstabilisé. When the end of this shot comes, you'll notice that Ellen gets a little bit misframed. And I turned to Maddie and I said, how could you misframe her right at the end of the shot? And he turned around and looked at me and tears were flowing out of his eyes and he was like, man, I steamed up the eyepiece. I couldn't see her for the last 3 minutes of the shot. Mais le moment le plus époustouflant, c'est surtout lorsque Sarah fait une crise de paranoïa dans les locaux de la chaîne de télévision. We shot this scene 4 times, and each time Darren was happy with it. But then instead of stopping, he said, we got it. Why don't you just go all the way? It would be a shame to leave here before we went. And her eyes just lit up. And my sister was on set for the first time. And I was like, Patty, come watch this. You're going to see something. Action! oh, Yes. Can you walk? I'm walking across the stage. And you should see my Harry on television. We're giving the prizes away. I just wanted to be on the show. Bon voilà, je commence à avoir fait le tour de l'aspect mise en scène, et tous ces éléments mis bout à bout vous montrent bien la vision assez unique du réalisateur. Côté tournage, tout se termine dans les temps, mais évidemment, on est encore loin d'avoir un film abouti. Et croyez-moi, Darren n'a pas fini de vous surprendre avec ses choix de réalisation. Maintenant que les rushs sont dans la boîte, il est temps de passer à la post-prod. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Car Requiem for a Dream a été élu 29e meilleur montage de tous les temps par la Motion Picture Editors Guild. Darren Aronofsky a beaucoup d'idées pour son film. Et il fait appel à Jay Rabinowitz, un chef monteur déjà bien expérimenté, pour l'aider dans sa tâche. Et les gars vont se chauffer, parce que là où un film de cette époque comptait environ 600 coupes de montage, Requiem de son côté en a plus de 2000.
Mais cette surabondance de plans n'est pas gratuite. Déjà, comme pour la mise en scène, le montage fait l'objet d'une évolution progressive du rythme des coupes. Au début on est lent, et à la fin on est rapide. Les séquences d'été durent chacune entre 2 et 4 minutes, alors que celles d'hiver dépassent rarement les 30 secondes. Mais s'il y a bien quelque chose qui fait monter le quota de coupe au sein du film, c'est cet effet-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un montage cut. Et on en avait déjà parlé dans notre vidéo sur Casino. En gros, c'est une succession d'images rapides sans aucune transition. Un effet que le réalisateur avait déjà expérimenté dans ses précédentes œuvres, notamment dans son court-métrage Fortune Cookie et dans Pi. This is a technique that I sort of been evolving through Pi and Requiem. It connects all the different drugs. It shows you that these pills are the same as the heroin, which is the same as coffee, which is the same as the TV, that they're all deeply connected because I'm shooting them in the same type of way. And also I wanted to show how addictive they were and how addiction is about repetition and about obsession. Un autre effet de montage notable du film, c'est le split screen. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un split screen, c'est le fait de diviser l'image en plusieurs parties. Cette méthode présente 2 avantages. Premièrement, elle nous permet de suivre plusieurs points de vue en simultané, ce qui fait qu'on a l'action et la réaction en même temps. Et la deuxième utilité de ce double écran, c'est qu'elle marque encore plus l'isolement des personnages. Et je vais vous donner un exemple. Dans cette scène, Marion et Harry sont défoncés et partagent un moment de tendresse. Mais ils ont beau être l'un à côté de l'autre, le split screen les sépare visuellement. Et en plus de ça, regardez bien le mouvement de leurs mains. Jay Rabinowitz, le monteur, les a volontairement désynchronisés pour accentuer le fait qu'ils sont chacun dans leur propre bulle. He shot the love scene to be, separately, to be split and to be combined, and then we started to experiment with it. Some of the split screen stuff was shot to be that way, and some of those sections weren't, but we would find that in the process of putting the scenes together. Pour nous faire comprendre que la drogue altère la réalité des personnages, une des principales armes du monteur va être de jouer avec la vitesse des plans. Par exemple, la scène où Harry attend Tyrone qui est parti chercher de la cam. Juste après un montage cut où il s'envoie un buzz, la séquence passe en accéléré. Un moyen efficace de montrer que l'attente est interminable dans la tête d'Harry tout en déformant sa réalité. A l'inverse, quand Sarah prend sa dernière pilule de la journée, le plan ralentit afin de bien nous faire ressentir l'effet psychotrope des cachetons qui la font tomber de fatigue. Mais là où c'est fort, c'est quand le monteur a décidé de combiner 2 variations de vitesse dans le même plan. Regardez bien, on a d'un côté une Sarah complètement paumée au ralenti, et de l'autre le médecin qui veut vite faire passer sa consultation en accéléré. Délicieux. Lui, c'est Dan Schraker. Souvenez-vous, c'était l'ancien coloc de Darren Aronofsky qui bossait dans l'animation. Ensemble, ils vont monter une boîte de production qui s'appelle Amoeba Proteus et qui va s'occuper de tous les effets visuels de Requiem. Et c'est plus de 150 plans qui vont être retravaillés numériquement. Ça passe par des effets visuels très marqués qui matérialisent littéralement les obsessions des personnages. À des effets beaucoup plus subtils. Observez bien le visage de Sarah. That's a digital effect. We went in there and moved Proteus and we shrunk her. Just her head stays the same, but her eyes, nose, and mouth slightly shrink. Really just sort of express for the film a little bit more what's going on, but keep it really, really subtle. Alors jusqu'ici, on n'a parlé que de montage image. Et on n'en est qu'à la moitié du taf de la post-prod, car Requiem a bénéficié d'un soin tout particulier sur le montage son. Darren Aronofsky a demandé à son concepteur sonore, Brian Emmerich, de créer des sons qui reflètent les pensées internes des protagonistes. Et quand t'écoutes bien, il y a plein de passages où le son témoigne de ce qui se passe dans la tête des personnages. Comme par exemple le petit bruit qui nargue Sarah à chaque fois qu'elle ouvre sa boîte aux lettres. Ou celui du soleil qui fait un son de friture pour lui rappeler qu'elle crève la dalle. Mais le meilleur effet sonore selon moi, c'est le bruit des vinyles qui tournent à vide, comme le cerveau d'Harry et Tyrone totalement défoncé. Mais là où c'est malin, c'est que comme pour le cadrage et la lumière, les effets sonores évoluent. Ce qui se passe, c'est que Brian Emmerich les a exagérés pour les rendre de plus en plus agressifs et bien amplifier le mal-être. Et pour finir, comment vous parler de Requiem for a Dream sans vous parler de la musique ?
Lui, c'est Clint Mansell, le compositeur du film. Et si le long métrage est aussi culte encore 20 ans après, c'est en partie grâce à lui. À la base, Clint Mansell, c'est un gars qui faisait partie d'un groupe de hip-hop au début des années 90. Puis il fera ses premières armes sur de la musique de film en composant la bande originale de Pi. C'est donc tout logiquement que Darren Aronofsky le rappelle sur Requiem et lui demande de travailler une musique hip-hop, car selon lui, c'était la musique de Brooklyn des années 90 par excellence. Et au début de la production musicale, tout se passe bien. La musique de Clint Mansell permet de créer des séquences ultra rythmées pour ce fameux montage cut dont on parlait tout à l'heure. Mais le problème, c'est que ce genre de musique ne collait pas avec toutes les séquences du film, surtout avec les scènes les plus dramatiques. Le compositeur avait beau produire énormément de morceaux, il manquait quelque chose. Sent Darren a CD of ideas, maybe 20 little snippets of different things. Those ideas had been written from the script, from the book, from talking to Darren, from just getting a vibe, you know, and also as well things that I was listening to, things that I was excited about, elements I wanted to sort of bring to it. And Darren would try music in other places, move it around and pull it apart. Mostly they said nothing. Clint Mansell décide donc de laisser de côté ses compositions électroniques pour travailler sa musique comme un requiem, c'est-à-dire une œuvre musicale qui a pour objectif d'accompagner une messe funèbre. Il va donc s'inspirer des plus grands requiems comme ceux de Mozart, Verdi ou Fauré et faire une véritable composition orchestrale. Pour l'interpréter, il fait appel au Kronos Quartet, un quatuor à cordes qui travaille des sons répétitifs et dissonants. La musique deviendra alors un personnage à part entière du film, présente dès la première scène. If you listen closely, you can hear them tuning up. And the idea was that it was an orchestra tuning up, because what we were about to see was a requiem. Et après un long travail d'expérimentation, le film va bénéficier d'un morceau qui est devenu aujourd'hui légendaire, Lux Aeterna. Maintenant, nous sommes en 2000 et c'est l'heure de la sortie. Mais le verdict tombe. La MPAA, l'organisme chargé de la classification des films, attribue à Requiem la mention de NC-17. Cette mention implique que la majorité des salles ne voudront pas diffuser le long métrage, que Artisan Entertainment ne pourra pas en faire la promotion à la télévision, et pire, que dans l'inconscient populaire, le film sera associé à un type de cinéma bien moins prestigieux. Pour bénéficier d'une classification moins sévère, Darren Aronofsky doit couper une partie de la séquence finale où Marion se prostitue. Mais il n'arrivera jamais à s'y résoudre, considérant la séquence comme essentielle au message du film. Ils vont donc le sortir sans classification, contraignant sa distribution aux petites salles indépendantes. Le film va tout de même réussir à engranger presque miraculeusement 7 millions de dollars à l'international, mais ce n'est pas suffisant pour en faire un succès populaire. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Car du côté de la critique, c'est un triomphe. Le petit film indépendant ira même jusqu'à décrocher une nomination aux Oscars grâce à la performance de Ellen Burstyn. Ce coup de projecteur va donner un second souffle au film et booster les ventes de VHS et DVD. Puis, c'est toute la culture populaire qui va s'emparer de l'œuvre. Son montage cut a été parodié par des séries cultes. Sa musique légendaire a été reprise par une multitude de bandes annonces, de reels ou encore de vidéos complotistes. Le film a inspiré bon nombre de cinéastes à travers le monde. Et sur YouTube, on trouve encore des réactions de personnes qui découvrent le film. Oh, Jesus Christ. I'm never watching this fucking movie again, man. Aujourd'hui, Darren Aronofsky est l'un des cinéastes les plus respectés d'Hollywood, et ce, grâce à une filmographie très singulière, où il continue d'explorer les thèmes tels que l'obsession et les rêves inatteignables. Mais même si le réalisateur nous a offert des longs métrages époustouflants, celui qui reste la pierre angulaire de son œuvre, c'est bien Requiem for a Dream. Près de 25 ans plus tard, le film n'a pas pris une ride, car la mise en scène de Darren Aronofsky sert parfaitement les thèmes intemporels que sont l'addiction et la solitude. Surtout qu'il met en scène des personnages du quotidien auxquels on peut s'identifier afin de te délivrer un message glaçant. Personne n'est à l'abri. Le film ne recule devant rien, pour mettre en image l'horreur qui se cache derrière la chute des personnages. Il est là pour choquer, pour déranger, pour faire mal. Fuck that sleazebag for you, that I put myself through fucking hell for you! Dans ce film, la descente aux enfers devient viscérale et plonge le spectateur au cœur d'une messe funèbre célébrant la déchéance humaine.